Bonjour, alors moi je m'appelle Fabrice No et je suis auteur de bande dessinée. Réparer. Je pense qu'il y a une très belle histoire, une très belle série, du moins qui avait très bien commencé, qui était OA sur Netflix. Bon, on n'aura pas le temps d'analyser cette série, mais j'ai eu l'impression que la première saison, en tout cas, était en train de dire qu'importe ce que raconte le personnage principal féminin aux autres protagonistes quand ils se réunissent dans cette espèce de vieille maison où elle est en train de dire qu'elle a accès à une dimension parallèle et que par une espèce de danse, il passe d'une dimension à une autre. J'ai eu l'impression que ce qui était dit, c'est pas besoin que ce soit réel ou pas. Elle raconte une histoire à des personnes brisées, qui ont différentes brisures, et le seul fait de raconter répare. Alors, répare pas tout, guérit pas tout, permet pas de miraculeusement être sauvé de tout, mais en tout cas, ça répare, ça soigne. À mon sens, les histoires soignent, sont de l'ordre du soin. Alors, comment j'ai appris à raconter des histoires? Alors, il y a deux choses, c'est-à-dire... Je vais dire quelque chose de très basique et très bateau, c'est tout petit déjà, évidemment, ça, qui ne répondra pas ça. Ensuite, j'ai fait des études quand même particulières aux Beaux-Arts, mais pas pour raconter des histoires, parce que j'ai fait à peu près tous les départements possibles en art, sauf l'atelier de bande dessinée ou l'atelier de récit. Et donc moi, mon approche de la bande dessinée, elle procède le dessin est premier. Ceux qui connaissent un peu mon travail me trouvent très bavard dans mes propres livres, mais en réalité, c'est vraiment le dessin qui est premier chez moi, et j'ai envie de dire même le portrait ou le paysage est premier chez moi. Ensuite, c'est le récit, sur comment raconter en bande dessinée. Là, c'est une question très difficile. Parce que j'ai appris en lisant, exclusivement en lisant, parce que ça serait très prétentieux de dire je n'ai pas appris, puisque je n'ai pas fait de cours particuliers pour apprendre la bande dessinée, mais j'ai appris en lisant énormément, de bande dessinée et d'autres choses, de la littérature évidemment, et de la poésie, et en fait, moi j'ai une approche finalement plutôt... musicale, je suis mélomane, j'adore la musique classique, donc j'ai une approche des structures via la musique, via des symphonies, des messes, des choses comme ça, qui m'ont donné une approche du rythme et de la découpe du temps qui est particulière par rapport peut-être à d'autres auteurs ou d'autres autrices. Et mon approche de la bande dessinée, elle est très musicale dans la structure. C'est-à-dire la façon je pense en mouvement, je pense en dilatation, rétraction, contraction du temps, densification, saturation dans l'image ou dans le texte, et pour des plages beaucoup plus larges, calmes et vides. Voilà. Alors je sais que la mode actuelle, c'est de dire qu'il n'y en a pas, qu'il n'y en aurait pas. En fait, il y en a. Il y a des règles. Les définir, en revanche, là, c'est beaucoup plus complexe, parce que je suppose que ça dépend des genres en question, que ça dépend de chacun aussi. Mais, comme je l'ai dit pour répondre à la première question, moi, je n'ai pas appris. J'ai fait tous les ateliers, sauf l'atelier de bande dessinée et de récit, donc je n'ai pas appris de règles apprises dans une école, mais de manière... alors, c'est pas naturel, mais en lisant, on comprend qu'il y a des structures, des règles, des choses qui fonctionnent et des choses qui ne fonctionnent pas. Alors les définir là, ça serait quasi impossible, parce que c'est en faisant, ça devient organique, on ne sait plus comment fonctionnent les choses, on les applique de manière quasi instinctive à un moment donné. Mais oui, il y a des règles, il y a des débuts, il y a des fins, il y a comment on installe une tension, comment on la soulage, comment on installe la détente, le soulagement, l'orgasme quasiment d'une scène, sont les règles de la dramaturgie.
Et on retombe finalement toujours sur les règles et les structures classiques des grands récits mythologiques, des grands récits de contes, des grands récits de légendes, même, puisque si je suis un peu connu, c'est surtout à travers ma fresque autobiographique qui s'appelle Journal et qui aujourd'hui s'appelle Le Dernier Sergent. Je sais que j'applique finalement, même inconsciemment, des structures très fortes et parfois des structures qui viennent même de la mythologie, en fait. Donc oui, il y a des règles. Les définir là, c'est difficile, mais il y a des règles. Alors comment je maintiens l'intérêt de mon lecteur? Déjà, c'est pas à moi de le définir, parce que je ne sais absolument pas si ça fonctionne. Il y a forcément des lecteurs qui aiment ce que je fais, et puis une majorité qui ne vont pas aimer ou qui ne me connaissent évidemment pas du tout. Donc c'est pas à moi de le définir. En revanche, dans l'application des fameuses règles, on essaie quand même de mettre en place des choses qui n'installent pas des ruptures absurdes, des choses qui seraient seulement à la va comme je te pousse, de tel que l'émotion me vient pour raconter les choses, je les raconterai. Moi, de toute façon, j'essaie, même dans mon récit autobiographique, j'essaie d'installer une dramaturgie. Donc forcément, il y a toujours un moment de présentation d'une situation ou des figures. Je ne parle pas de personnages, évidemment, dans mon cas, parce que les personnages sont des personnes existantes, la plupart du temps, même s'il y a tout un tas de personnages secondaires que j'invente, parce qu'il n'y a pas besoin d'être fidèle à la réalité à ce moment-là, mais sur les figures principales, ce sont quand même des personnes existantes. Donc déjà, il y a un minimum de loyauté, on va dire, de respect de la personne, même si dans mon travail, évidemment, ça a posé énormément de problèmes, qu'on va appeler le droit à l'image ou l'atteinte à la vie privée. Mais dans mon fonctionnement interne, dans mon éthique personnelle, j'essaie d'être juste et d'être loyal déjà avec la représentation des choses et des êtres réels. Et déjà à partir de là, ça donne une structure à l'ensemble. À partir d'un certain nombre de tropes, on ne peut pas raconter, dessiner n'importe quoi et n'importe comment. Donc le maintien, c'est encore une fois presque la réponse que j'ai faite à la première question sur la structure et sur les règles. Ce sont installer une tension, tendre au maximum l'élastique, et soit il rompt, soit on installe une détente ou une déception, et soit... Et parfois, il n'y a pas de résolution à une scène, il n'y a pas de résolution parce que comme c'est des récits sur le réel, ce sont des histoires qui non commencent et qui non finissent parfois. Mais d'un point de vue narratif, j'essaie d'installer quand même des moments où les choses semblent se résoudre, ouvrent sur autre chose. Ça reste très abstrait ce que je raconte, hein. Je ne donne pas du tout de pistes concrètes sur le maintien d'une attention du lecteur, mais en tout cas, quand je choisis de raconter, surtout en autobiographie, j'ai toujours à l'esprit l'idée d'un lecteur idéal. Et tout ce qui est raconté, même si ce sont des choses réelles et que ça concerne forcément, il y a des personnes concernées, je ne m'adresse pas à elles. Je ne m'adresse même pas à moi-même, je m'adresse toujours à un lecteur qui ne connaît évidemment absolument rien en amont de l'histoire qui va lui être racontée. Donc, même en autobiographie, je travaille l'histoire. Je ne vois aucune différence entre la fiction et l'autobiographie sur la façon de la construire et de la raconter. C'est exactement les mêmes structures narratives, il n'y a aucune raison de modifier quoi que ce soit des règles d'un récit. En revanche, c'est qu'est-ce qu'apporte ce hors-champ qu'est le réel, dans un récit qui, structurellement, n'a aucune différence avec un récit de fiction. Je ne peux pas y répondre. Tout mon travail, c'est de tenter d'y répondre. C'est-à-dire, et qu'est-ce que ça apporte que le lecteur sache que derrière, il y a une réalité qui existe ou qui a existé. J'essaie à partir de là de faire récit. Mais sur la façon de construire et sur la façon donc, de peut-être maintenir l'attention du lecteur et son intérêt, il n'y a aucune différence entre la fiction et l'autobiographie. Absolument aucune.
Alors aujourd'hui, depuis on va dire une trentaine d'années, de toute façon il y a tout un panel différent de livres. Il y a du reportage, du documentaire, des choses comme ça. Donc on pourrait dire non. Non, on n'est pas obligé de raconter une histoire. Dans mes propres histoires, qui sont par du temps autobiographiques, je raconte une histoire, ce qu'on disait juste un peu avant, mais il y a aussi cette possibilité d'être discursif, donc de mettre en scène un discours. Et un discours, c'est pas vraiment une histoire non plus. Alors un discours, ça peut être un discours politique, ça peut être un discours moral, ça peut être un discours, je sais pas, de communication pure, d'explication d'un autre texte, que sais-je. Donc, est-ce qu'on peut faire, par exemple, un livre entièrement en bande dessinée qui ne soit pas un récit? Ben oui, puisqu'on pourrait faire un livre entièrement thématique qui soit un essai. Et ça a été déjà fait. Il y a Scott McCloud qui essaye d'expliquer la bande dessinée à travers la bande dessinée, et finalement, il ne raconte pas une histoire. Mais en revanche, toutes ces scènes, il y a quand même toujours des micro-dramaturgies. Donc, je suspends ma réponse. C'est oui, ni non. Est-ce que c'est le but unique de raconter des histoires? Non. Après, ça dépend ce qu'on entend par raconter une histoire. Ça peut être aussi raconter une histoire comme « Oh, il me raconte des histoires, il me raconte un délire ». Donc là, évidemment, non. Non plus. Donc finalement, la réponse est non. Est-ce que le but de la bande dessinée, c'est de raconter une histoire? Non. Non, ça l'est, ça peut l'être, et ça peut ne pas l'être. Oui, là pareil, c'est fiction, autobiographie, c'est inévitable. Sinon, qu'est-ce qu'il se passe? Après, ça peut être un défi de créer un personnage qui n'est jamais confronté à lui-même, mais en même temps, ça donne une grande part de la fiction de bande dessinée pendant très longtemps. On peut se poser la question sur Tintin. Tintin, est-ce qu'il se confronte une seule fois à lui-même? A priori, non. Tous les autres personnages se confrontent à eux-mêmes d'une manière ou d'une autre, mais Tintin, non. Tintin, c'est la figure lisse et parfaite, même dans son dessin, c'est une face de lune, sur laquelle le lecteur est censé projeter toute son émotion, donc de s'identifier. Mais après, on pourrait avoir une question sur l'identification d'ailleurs. Est-ce qu'il y a nécessité de l'identification dans un récit? Je pense que non. Oui, pour moi, c'est important que les protagonistes se confrontent à eux-mêmes. Après, ça dépend lesquels, pas forcément tous les protagonistes d'un récit, parce qu'on n'aurait pas forcément le temps en un seul livre, si on a un livre, on va dire, choral, avec 15 personnages, est-ce qu'ils vont tous se confronter? Là, c'est le temps de la dilatation du récit. Hein. Sur un récit, si on met 15 personnages et que le récit fait 30 pages, ça va peut-être être compliqué c'est un défi, hein, qui se confrontent tous à eux-mêmes. Quand on commence à être dans la fresque, oui, à un moment donné, il y a des crises, mais ça, le réel le fait lui-même, et si on choisit de faire de l'autobiographie, généralement, c'est plutôt pour parler des crises, plutôt que d'un vécu parfaitement lisse et heureux et qui se déroule sans faille. Ça peut être un défi aussi, hein, de raconter juste le bonheur, mais ça devient, chez moi, ce seront des scènes d'apaisement, de contemplation, de choses comme ça, qui sont des moments d'idéal, soit vers lequel le narrateur aspire, soit qu'il a quitté, donc l'âge d'or d'un côté, l'utopie de l'autre, en une seule personne. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à la question. Comment je travaille la construction de mes histoires? J'ai déjà un peu répondu là aussi avec cette histoire de règles et de structure. Comment je travaille la construction? Vraiment, je vais essayer d'être un peu plus précis. Alors, sur l'écriture classique de la bande dessinée, pour être un petit peu didactique, on a généralement ce qu'on appelle le storyboard, c'est-à-dire qu'on a le synopsis au départ, comme dans un roman ou un film, le synopsis, ce qu'on appelle ensuite le découpage, c'est-à-dire vraiment, on commence à structurer scène après scène, et puis ensuite, il y a sans doute un montage des scènes entre elles, et au final, en bande dessinée, on a ce qu'on appelle en bande dessinée le storyboard. C'est-à-dire, en gros, on dessine de manière simpliste la totalité du livre. Alors, moi, j'avoue que je ne fais jamais de storyboard. Alors attention, je ne dis pas je dessine comme ça.
au fil de ma plume, il n'y a besoin d'aucune règle, de rien, d'aucun apprentissage, c'est inné, c'est le don, c'est magique, ça descend, les bonnes fées se sont penchées sur nous et nous ont donné au départ sur notre berceau un coup de baguette magique et soudain, en transe, les muses parlent à travers notre 7e chakra et nous déroulons l'histoire sur les feuilles. Ça, c'est totalement faux, mais de fait, concrètement, je ne fais pas de storyboard, je n'ai pas de storyboard. Donc quand je suis face à ma page à dessiner, au moment où je suis face à la page, j'improvise d'une certaine manière. Mais l'improvisation ne s'improvise pas. C'est le résultat d'années et d'années de métier, et donc je me jette sur ma page sans storyboard, sans rien, avec déjà une idée extrêmement précise de ce que je dois y mettre. Et si je le fais le plus spontanément possible, c'est pour que la vie du dessin et la dernière spontanéité elle puisse jaillir à ce moment-là. Donc moi, vraiment, je ne peux pas faire de storyboard, je ne passe pas par cette étape. En même temps, je mens parce que mon prochain livre est entièrement storyboardé. Mais, un prochain livre autobiographique est entièrement storyboardé. Mais sinon, en fait, j'ai déjà en amont tellement de matière. C'est-à-dire, j'ai des carnets, j'ai des photos, j'ai des notes sur des agendas, des notes sur des calendriers, des notes sur des photos, des notes sur des carnets dessinés, des notes écrites, des carnets de croquis. Si on devait, sur un seul livre, faire l'étalage, j'ai envie de dire, de toute la documentation d'un seul livre de 400 pages, ça remplit un stade. Enfin, bout à bout, évidemment, ça remplirait un stade complet. Donc il y a tout ce travail en amont qui est la prise de notes sur le réel, ce que les gens pourraient appeler vraiment le journal. C'est vraiment au moment où les événements et les choses arrivent, on note, on biffe quelque chose, on prend quelques photos, on fait un croquis, parfois des croquis en séquence, effectivement. Mais au moment de la réalisation du livre, donc de l'histoire, finalement, j'ai tout ça. Je fais déjà dans ma tête, et parfois je l'écris, un synopsis, un vague découpage écrit, mais très très lâche de ce qui doit être raconté, ce qui doit être dit. Mais je ne passe jamais par l'étape précise du storyboard, page à page, découpage après découpage, où je sais déjà que telle scène arrive après telle autre. Je me lance dans le dessin de scènes, qui parfois nécessite un petit peu de storyboard, mais vraiment quasiment jamais. Je dessine des scènes. La chronologie, on va dire, elle parle un peu d'elle-même, c'est-à-dire si je reste basiquement sur la chronologie, les scènes s'enchaînent suivant une chronologie. Si ce n'est pas le cas, je fais un montage où j'inverse parfois certaines scènes. Quand un certain nombre de scènes ont été dessinées, réalisées, ensuite intervient le travail de suture entre les scènes. Et quand certaines scènes nécessitent une présentation préalable, sinon il y aurait certains éléments qui ne seraient pas entendables ou lisibles par le lecteur, je m'arrange en amont, donc dans la suture, je sais que 200 pages après, il y a telle scène qui nécessite des présentations, que ce soit des protagonistes ou d'événements dont la scène parle, mais de bout en blanc, donc on ne sait pas de quoi on parle, etc. Donc j'annonce en amont, ça va faire 3-4 pages en amont, mais ça peut être 10 pages avant, comme ça peut être 300 pages avant, suivant l'ordre de la scène. Je fais le travail de suture et donc de montage. Donc voilà comment se construit le récit. Je réalise des scènes, je monte, je suture. Et évidemment, parfois, je redessine, je modifie, je corrige. Dans une scène, parfois, je tords certaines choses pour remettre une information qui manquait. Mais au bout du compte, je retravaille finalement assez peu. Parce qu'il y a déjà un travail en amont qui est énorme, mais qui n'est pas forcément visible et réalisé sur du papier avec des dessins. La clarification du récit, si elle prend du temps, oui, mais elle est complètement organiquement intégrée au moment de la réalisation. Donc je serais incapable, ce n'est pas un moment du travail, puis un moment de réalisation. Si c'était un moment du travail, on aboutirait, je pense, au storyboard, justement. Ce que je ne fais pas, parce que je veux garder le plus longtemps possible la part de spontanéité. Alors j'aime pas la spontanéité en elle-même, ce qui est le propre d'énormément de travaux et d'œuvres aujourd'hui, qui sont en bande dessinée ou ailleurs, cette espèce d'écriture spontanée, etc. C'est pas ma façon de fonctionner, mais je la garde à la fin. Je la garde vraiment à la fin parce que il y a une structure tellement forte au départ
que si en plus je storyboardais, je pense que le résultat serait très très pauvre, très annonné, très lâche. Et comme je l'ai dit dès le départ, moi c'est le dessin qui est premier chez moi, c'est au moment où je dessine qu'il faut que le dessin soit neuf, en fait, soit totalement neuf. Même si je le corrige, même si je le refais, c'est au moment où je le fais que je sais, vraiment sur un visage, sur une expression de visage, sur quelque chose de cet ordre-là, je la définis pas à l'avance. C'est vraiment au moment d'établir le dialogue, par exemple un dialogue, ça peut jouer vraiment sur une façon d'exprimer un regard, un sourire ou quoi que ce soit. C'est de la micro-variation et ça je ne peux pas le définir en storyboard. C'est pas possible. Donc ça tient plus de l'écriture du cinéma, finalement. On fait des rushs et ensuite on monte. On pourrait parler de storyboard au cinéma parce que c'est le langage du cinéma qui a emprunté, la bande dessinée emprunte énormément au langage du cinéma parce que la bande dessinée n'a pas vraiment encore trouvé son propre vocabulaire. Mais voilà, en fait, moi la clarification elle se fait en même temps, organiquement, en même temps que la réalisation des pages. Quel conseil donner à de jeunes auteurs ou autrices aujourd'hui? C'est toujours un peu compliqué de donner des conseils. Je ne donnerai pas des conseils à des auteurs de bande dessinée, je donnerai plutôt des conseils aux dessinateurs et aux dessinatrices, avant toute chose. Et peut-être ensuite à des gens qui réalisent des livres. Moi, je conseille l'observation, avant toute chose. En dessin, pour moi, l'important, on n'apprend pas à dessiner, ce n'est pas un apprentissage de la main, c'est un apprentissage du regard. Donc pour moi, 98% du dessin, alors on pourra toujours dire, surtout actuellement en bande dessinée, qu'on peut dessiner d'imagination, en faisant des petits smileys et compagnie, très bien. Bon, moi, c'est pas ma partie, ça m'intéresse pas du tout, donc ça, démerdez-vous avec ça. Mais dans ma partie à moi, l'observation du réel, le réel est infiniment plus riche que ce qu'on a dans la tête, que notre imagination à nous. Notre imagination est pauvre, le réel est riche. Donc j'encourage, je dirais pas je conseille, mais j'encourage à l'observation. Donc j'encourage au carnet de croquis dehors, à faire des heures et des heures de modèles vivants, d'études des voitures, de maisons, d'architecture, d'arbres, de fleurs, de chats, de tout ça. Et ensuite, j'ai envie de dire pareil pour le récit, que ce soit la fiction, l'autobiographie, c'est l'observation du réel qui compte, parce que représenter ce qu'on a encore une fois uniquement dans la tête, je veux raconter un héros qui fait ci, qui fait ça, on s'en fout un peu, ça n'aura d'importance et d'intérêt que si c'est nourri par la véritable chair du réel, des événements qui sont complexes, qui sont jamais noirs ni blancs, donc moi voilà, je conseille l'observation, dans tout le sens large, le plus large possible du terme observation. Alors, est-ce que les intelligences artificielles vont impacter la bande dessinée? De toute façon, oui, ça va impacter tout, ça impacte déjà tout, c'est déjà même un peu trop tard. Moi, je n'ai pas d'opinion préalable tranchée sur l'intelligence artificielle générative, parce que, en tant qu'auteur de 55 ans aujourd'hui, donc né dans les fins des années 60, et donc en tant qu'ancienne, mon enfance et mon adolescence a été nourrie par les récits de fiction et de science-fiction de l'époque. Souvenons-nous de ce que c'était, que ce soit entre Asimov d'un côté, Herbert de l'autre, Bradbury en roman. On a été nourris, on a été une génération, ma génération, on a été nourrie par des récits un peu du merveilleux de la science-fiction. Donc l'arrivée des robots et des intelligences artificielles, dans notre imaginaire, pas notre imagination, mais notre imaginaire, ça ne choquait personne. Et on espérait même avoir la machine qui puisse enfin réaliser nos rêves. La machine, elle est là. Alors il se trouve qu'elle ne produit pas tout à fait exactement ce dont on avait rêvé, mais je reste, a priori, je n'ai pas une opinion péjorative de l'intelligence artificielle. Ce qui me gêne plutôt aujourd'hui, c'est évidemment ce qu'on en fait, ce que c'est en train de produire, et surtout ce qu'une certaine jeune génération est en train de faire avec, parce qu'en tant qu'auteur, on est beaucoup d'auteurs à s'en plaindre, puisqu'il y a cette idée que forcément l'intelligence artificielle se nourrit d'un plagiat généralisé de toutes les productions de tous les artistes de l'univers sans autorisation et évidemment sans défraiement derrière. Donc ça, c'est un vrai problème, et c'est pas un problème sur la création, c'est un problème juridique et social.
Sur le résultat, moi je préfère une image bien réussie par une IA qu'une image ratée par un humain médiocre, hein. Donc là-dessus, j'ai pas d'opinion. Mais il y a un mouvement qui se crée, c'est-à-dire en tant qu'auteur, on est plutôt négatif sur ce qui est en train de se produire, mais le reste de l'humanité est très content de ce qu'est en train de faire l'IA. On parle d'IA générative dans la création, hein. On ne va pas parler de ce que peut faire l'IA en médecine ou tout ça, qui est sans doute très très bien. Mais ce qui est en train de se passer aujourd'hui, ce que je vois, c'est toute une génération, jeune génération de gens sans aucun talent, sans aucun apprentissage, sans aucun travail ni rien, qui finalement envisagent l'IA comme cet outil qui permet de pallier à l'absence de talent de départ, sur l'idée préalable que la création, c'est, ce que je disais à un moment donné, ce serait un don, et ce serait de bonnes fées qui se seraient penchées sur le berceau des artistes en herbe, et d'un coup de baguette magique auraient donné le don, et que finalement l'art et l'œuvre que l'on crée n'est jamais le résultat d'un travail, mais le résultat d'un don offert par des muses. Donc comme le reste de l'humanité est toujours convaincu que l'artiste, c'est ça, c'est une espèce de chaman en contact avec je ne sais quelle dimension cosmique qui, après avoir pris quelques substances, a les yeux qui se révulsent en arrière et se retrouve avec un entonnoir dans le 7e chakra dans lequel les muses déversent l'inspiration et qu'il n'a plus que créer son œuvre. Donc c'est totalement faux. Comme on ne crée pas, on n'est que dans le don, il n'y a pas besoin de nous payer au bout du compte. Donc on peut bien piller intégralement tout ce qu'on a pu faire pour nourrir des IA, puisqu'on n'a pas à se plaindre, puisque finalement c'est pas nous qui travaillons, c'est des dieux qui insufflent l'inspiration dans nos caboches. Donc fort de ce préjugé-là, il y a toute une génération de gens sans talent et surtout sans travail, qui ne travaillent pas parce qu'ils ne pensent pas que l'œuvre c'est du travail, se disent rien à foutre de piller le reste du patrimoine mondial de l'humanité en œuvre d'art, puisque de toute façon c'est pas du travail. Et c'est ce que les Américains appellent le capacitisme, qui est un concept dévoyé basé sur le validisme, où on considère que ce serait une forme de discrimination positive. L'IA apporterait une discrimination positive aux gens sans talent et sans travail. On va pouvoir créer des images alors qu'on n'a pas de talent au départ. Et donc l'IA vient là pallier, comme une béquille, comme une prothèse, l'absence, la discrimination qui a été créée au départ de dieux qui auraient choisi des élus qui seraient des artistes et le reste de l'humanité qui n'en serait pas. Et l'IA serait là pour venir réégaliser les chances et offrir aux gens qui ne travaillent pas la création l'opportunité de faire des images, des poèmes ou que sais-je, sans avoir travaillé du tout, parce que ça pallie au manque du don initial qu'on ne leur a pas donné. Donc moi, c'est ça qui me met très en colère par rapport à l'IA et à son utilisation, mais pas l'IA elle-même, pas l'objet lui-même, parce que à la limite, je serais prêt à m'en servir moi-même pour dégrossir certaines parties du travail, par exemple. Donc je n'ai pas une opinion tranchée et péjorative sur l'objet IA, même s'il y a une mutation un peu... C'est pas seulement un outil, c'est pas seulement juste un nouveau marteau pour taper sur un clou, c'est pas uniquement ça, mais c'est comme ça que c'est en train d'être utilisé, et puis surtout ça va être utilisé par... pourquoi payer à un artiste humain qu'on n'arrive pas à faire corriger l'œuvre quand on peut, en un prompt et demi, sans payer qui que ce soit, créer 250 images à la minute. Donc le problème est social, politique, social, plus qu'éthique même, et il n'est pas sur on va créer des choses médiocres et tout. Alors, bon, on est déjà en train d'observer une espèce de standardisation des images par l'IA, mais même ça, je pense que c'est un faux débat. Voilà.